14 octobre 2022. J'ai décidé d'enregistrer mon journal car je ne suis plus en contrôle de ce qui se passe dans ma vie et j'ai besoin de garder des traces de ce qui se passe dans ma tête car je ne suis même plus sûre que ce que je vis est vrai ou non. Je me sens prise au piège entre les griffes du temps qui s'écoule au-delà de ma perception. Je rejette autant que possible tout instrument de mesure de celui-ci. Ces appareils me provoquent des crises d'angoisse plus ou moins intenses selon le moment de la journée. Le matin, je ressens une boule au ventre, tandis qu'en début de soirée, le mal qui me ronge se voit décuplé. La simple vue de l'horloge de mon ordinateur suffit à me terrifier. J'ai alors du mal à respirer tant la pression de l'air est lourde dans mes poumons. Mes mains et mes jambes sont également frappées par de violents tremblements, le tout témoignant de ma plus grande peur. Le temps où, plutôt le monstre qui se trouve à sa frontière. Cette chose vient me rendre visite une fois par semaine aux alentours de minuit, m'infligeant son courroux. Les mois s'enchaînent tandis que mon corps se transforme peu à peu en un tableau aux couleurs écarlates. Une peinture, destinée à être recouverte pour en conserver son innocence. Je peux parfois entendre sa respiration contre mon oreille au beau milieu de la nuit, me murmurant que mon temps est écoulé. Je puise alors toutes mes forces pour maintenir mon rythme cardiaque, pour qu'on me croie endormi. Cette réalité me fait prisonnière d'une boucle temporelle infernale, une situation dans laquelle il m'est impossible de lutter. Je vais essayer de dormir chez une de mes camarades, fuguer de la maison ou encore installer un verrou sur ma porte, mais ça ne sert à rien. La moindre de mes actions a pour seule conséquence de renforcer sa fureur. 28 octobre 2022. À l'heure où j'enregistre ça, je me cache à la vue de tous dans le seul endroit où je lui suis indifférente, au cœur de la bibliothèque de mon établissement. En ces lieux, le temps s'arrête pour m'offrir un court repos, me permettant d'échapper à sa domination. J'en profite alors pour rejoindre les bras de Morphée, pour une durée très limitée, mais tellement nécessaire à ma survie. Nathalie, réveille-toi. J'étais réveillée une nouvelle fois par le sourire de Madame Martin qui pensait bien faire en me ramenant à la réalité. Il est désormais temps pour moi de retourner dans le couloir de la mort. Je peux d'ores et déjà apercevoir le soleil se coucher à travers la fenêtre en cet automne. Cette simple indication quant à ma position dans l'espace me suffit à emballer mon rythme cardiaque. Le temps est compté. Si seulement je pouvais fuir dans un lieu où le temps n'aurait pas d'emprise. Un endroit où j'aurais le contrôle. 9 novembre 2022. Torturée par ce quotidien qui ne me laisse aucun répit depuis la rentrée, je m'accroche tant bien que mal pour conserver un rythme de travail à la hauteur des exigences de l'Institut. Nous travaillons actuellement sur une création d'histoire graphique avec composition et ancrage. On doit le rendre avant la fin de ce semestre. Toujours est-il que la volonté à elle seule n'est pas suffisante. Mon corps s'épuise de manière significative. Je suis trahie par mes cernes quand je me regarde dans le miroir. Je le cache autant que possible avec de l'anti-cerne, mais combien de temps est-ce que je vais encore pouvoir tenir? Mes pensées se dispersent, annihilant la moindre combativité quant à l'espoir d'échapper à ce monstre. L'insomnie qui me ronge gagne peu à peu du terrain, affectant mon univers graphique. Un style devenu sombre et brutal rendu possible par le biais des crayons fusains. Par-dessus tout, me voilà maintenant incapable de concevoir autre chose que des croquis de cette femme. Nous nous ressemblons physiquement, que ce soit par la couleur verte de nos yeux, le châtain de nos cheveux et la perte de notre œil gauche. Cependant, des différences notables créent notre opposition, particulièrement grâce à son style vestimentaire décomplexé. Elle porte un pantalon en cuir noir moulant, un top blanc et une veste couleur kaki, toujours portée de façon à laisser ses épaules à nu. Pour cette tenue, je me suis inspirée de l'ensemble que m'a offert une copine. Un tas de fringues condamnées à prendre la poussière. Alors, tant qu'ils me servent dans ce but, je ne porte que des vêtements amples de toute façon. Ils me permettent de cacher les cicatrices sur mon corps. Parlons maintenant de la pièce maîtresse, son trait le plus atypique. Il s'agit du vide au sein de son globe oculaire. Il est comblé par le cadran d'une horloge. C'est un symbole. Elle règne ici en maître sur son temps. Cette femme est l'idéal que je n'atteindrai jamais. Esclave de ma peur envers cette entité autrefois si familière. J'ai bien conscience qu'en parler pourrait m'aider à arranger la situation. Pour autant, j'en suis incapable. Et ça me dégoûte. Je me dégoûte. Malgré tout, je reste complètement aveuglée par mon obsession envers le concept même du temps. Et plus particulièrement à l'idée d'un moyen pour le défaire. Il faut que je fasse quelque chose avant de devenir complètement folle. Je ne sais pas quoi faire. Par pitié, je veux que ça s'arrête. 18 novembre 2022. Ravagée par le doute,
J'ignore éperdument dans quel but j'enregistre ces notes. Probablement pour soulager mon profond mal-être, comme dirait ma psychologue scolaire. Toutes ces séances m'aident à analyser mes émotions face à la situation, pour qu'un beau jour, je puisse les surmonter. Tout cela me paraît surréaliste. L'avenir n'est qu'une triste fable hors de ma portée. Je n'ai plus l'endurance nécessaire pour me battre. Je me sens vide, au point de ne plus ressentir la douleur de ses coups. Peut-être qu'il finira par se lasser de moi. Aucune chance. Il cherchera par tous les moyens à me faire souffrir comme ce jour-là. Je ne pourrai jamais oublier son rire. Le même que mes parents ont pris pour une réaction nerveuse. C'était en réalité une exposition hideuse de son être. Ces échos reflètent les souvenirs du jour où je suis devenue l'objet de sa convoitise. Nous étions alors encore une famille, partis en week-end pour fuir le quotidien et lui apporter un peu de magie. Une action des plus inattendues puisque nos parents n'ont plus le temps pour nous. Ma mère s'est vue offrir le poste de directrice dans une école de danse, en se rapprochant d'une famille aisée qui a fait construire en prenant le parti de sa renommée. Depuis, elle passe tout son temps dans l'école, que ce soit pour la préparation de ses cours ou la communication sur l'ouverture prochaine de l'établissement pour la rentrée. Pour couronner le tout, elle est souvent en déplacement les week-ends. Quant à mon père, il est artisan pâtissier de métier et s'est vu engagé dans une grande surface en tant que responsable des rayons tradition. Un choix que je pourrais jamais comprendre. Il ressort tout juste d'un burn-out et il fonce tout droit vers un autre. Ce type d'entreprise ne s'exerce qu'à exploiter ses salariés, jusqu'à l'épuisement physique et moral, avant de passer au suivant. À cause de ça, il passe ses journées à travailler au magasin. Puis à son retour, soit il dort, soit il travaille sur des travaux d'agrandissement de la maison. En gros, on est devenus peu à peu des inconnus au sein du même foyer. J'étais si heureuse quand ils nous ont annoncé être disponibles un week-end complet, juste avant la rentrée. On allait en profiter pour faire de la randonnée dans un sentier à quelques kilomètres de la ville. En ces lieux, un monstre qui partage mon sang est né. Il s'est éveillé à la prise de mon œil gauche depuis l'accident sur la piste. Je me rappelle avoir senti l'impulsion de sa main contre mon dos, me propulsant dans le fossé à mes pieds. La sensation vertigineuse de la chute m'avait paralysée, tandis que je me sentais tomber la tête la première sur les branches en bataille. L'information n'ayant pas atteint mon cerveau, mes yeux étaient grands ouverts, analysant ce qui venait de se produire. Mais tout cela n'avait duré qu'une fraction de seconde avant que toutes mes sensations ne disparaissent. Je ne ressentais plus rien, hormis une extrême douleur. Je me suis efforcée de fermer les yeux, quand je me suis rendu compte qu'une gêne à l'œil gauche m'en empêchait. Ma vue était troublée par un corps étranger au sein de mon globe oculaire. Enfin... non, ce n'était pas le cas. Je ne voyais plus rien de cet œil. Je m'étais mise à tâter délicatement la zone quand je me suis rendu compte qu'un bout de bois avait perforé ma rétine. Le tronc principal s'était brisé au cœur de ma pupille, en de nombreux morceaux s'étant éparpillés tout autour. C'est là que j'ai senti mon œil pleurer d'un liquide qui coulait doucement, partout sur mes doigts et mon visage. J'avais immédiatement retiré ma main en proie à de violents tremblements. Quand j'ai vu mon propre sang ruisseler pour venir s'écouler sur mes doigts, je me suis rendu compte de la gravité de ma blessure. Et je me suis mise à hurler de toutes mes forces. J'avais l'espoir que mes cris de douleur puissent alerter quelqu'un qui pourrait me venir en aide. Au lieu de ça, je me suis retournée vers mon grand frère encore debout sur la corniche, ne pouvant plus tenir en place tellement il riait. J'étais terrifiée par son expression. C'était comme s'il se délectait en provoquant ma souffrance. Après ça, je n'ai plus aucun souvenir. Ce sont mes parents qui m'ont raconté m'avoir trouvée dans le fossé, après avoir entendu mes cris de douleur. J'avais perdu connaissance. Ils avaient tout de suite appelé les urgences qui m'ont immédiatement prise en charge et conduite au bloc pour procéder à une énucléation. Au cours de l'opération, ils m'avaient extrait complètement le globe oculaire et une partie du nerf optique pour éviter toute infection. Ils avaient ensuite comblé le vide par un œil de verre. Aucun mot ne pourrait décrire ma souffrance à la sortie de l'hôpital. J'avais perdu un œil de façon irréversible à cause de mon propre frère. Depuis cet événement, à chaque fois que je ferme l'œil, cette même expression m'apparaît en guise de rappel. J'étais devenue prisonnière du temps. Ce sentiment n'avait cessé de grandir comme une pensée parasite. Si je disparais, tout rentrera dans l'ordre. Et je n'aurai plus à souffrir, n'est-ce pas? Peut-être qu'en fin de compte, j'enregistre dans le seul but de laisser une trace de mon existence misérable. Maintenant, nous partons à Orvault, où un jeune homme de 20 ans a été tué dans la nuit du vendredi 18 au samedi 29 novembre vers minuit 40. Il a reçu une dizaine de coups de couteau au niveau de la gorge. En effet, le jeune homme s'est vu arracher l'œil gauche.
La presse locale a relaté ce drame en raison de la détresse psychologique de la présumée coupable âgée de 18 ans, déduite par son journal intime qui a été retrouvé dans son téléphone portable sur les lieux du crime. Pour l'instant, aucune prise de parole n'avait été faite par les forces de l'ordre. Néanmoins, le journal s'est vu partagé publiquement pour pouvoir lancer un appel à témoins et recueillir des informations capitales sur l'enquête en cours. En effet, Aurélien, la scène se serait déroulée dans la chambre de la présumée coupable si on en croit les traces de sang signalées par le père de famille. Alors qu'il se levait à 3h du matin pour pouvoir se préparer avant de partir au travail, il a remarqué que la porte de la chambre de sa fille était ouverte. En partant la refermer, il a vu dans l'entrebâillement un corps gisant au sol. Monsieur Lambert s'est précipité à l'intérieur de la pièce et, en allumant la lumière, il a trouvé son fils couché dans une mare de sang. Il a immédiatement appelé les urgences et la police s'est fait de stopper l'hémorragie avant leur arrivée. Malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. Il était déjà mort. Sa fille, quant à elle, a disparu en prenant soin de laisser son portable à la maison. Sa femme n'étant pas présente sur les lieux, a appris la nouvelle au téléphone par son mari. Certaines questions demeurent en suspens. Quel est le mobile du meurtrier ? Pourquoi avoir commis un acte d'une telle violence sur son propre frère ? L'enquête en cours permettra sûrement d'élucider cette affaire. Le plus important reste à savoir où est Nathalie Lambert en ce moment même. Quels seraient ses projets ? Question auxquelles nous aurons certainement la réponse grâce à la conférence de presse que nous allons suivre en direct dans quelques heures. Bonsoir à tous. Suite à l'analyse du journal intime de Nathalie Lambert, ainsi que des témoignages que nous avons rassemblés, tout porte à croire qu'elle est atteinte d'une dégénérescence de sa perception, la conduisant inévitablement à un syndrome paranoïaque. Elle aurait assassiné son grand frère en raison de la perte de son œil gauche, dont elle le considérait entièrement responsable, à la suite du tragique accident, sur le sentier qui fut à l'origine de sa maladie mentale. Selon le témoignage de sa camarade de classe, son comportement était devenu étrange depuis la rentrée des vacances de la Toussaint. Au-delà de la perte de son œil gauche et du regard que lui portaient les autres, dû à son handicap, elle semblait particulièrement effrayée depuis la rentrée et observait chaque étudiant autour d'elle, exprimant une insécurité certaine envers un individu côtoyant le même établissement. Un matin, tandis qu'elle avait quitté la classe à la hâte, sans raison apparente, Nathalie Lambert avait fait tomber son téléphone qui était resté allumé sur une série de notes vocales, portant des titres inquiétants. En le ramassant à l'entrée, sa camarade Elodie M a vu un étudiant de 3e année qui avait l'air de la chercher. Elle s'était interrogée sur son identité, mais cet intrigant élève était reparti en voyant que Nathalie n'était pas là. Inquiète, Elodie M s'est donc mise à écouter ce recueil de pensées particulièrement sombre et perturbant. C'est à cet instant qu'elle prit conscience de son mal-être et de la détresse psychologique de Nathalie Lambert. Quand elle l'a questionnée, malgré son inquiétude, Nathalie est restée muette face à ses interrogations. Ignorant comment elle pouvait l'aider, Elodie M a décidé d'en parler à la psychologue scolaire, dans l'espoir d'obtenir des conseils, afin de soutenir Nathalie Lambert dans cette période difficile. Quant à la psychologue de l'établissement, elle s'est sérieusement intéressée à son cas. Sa prise en charge a été immédiate, et elle l'a convoquée dans son bureau. Hélas, et sans grande surprise, ce premier contact n'a pas eu le résultat escompté. Au cours de celle-ci, Nathalie Lambert n'a eu de cesse de fuir son regard pour le fixer sur la porte et les fenêtres. Elle s'était également recroquevillée sur sa chaise, pour qu'on ne puisse pas la distinguer de l'extérieur. Le tout en plus de démontrer des signes de nervosité, tels que le fait de trépigner du pied. Selon sa psychologue, il aurait fallu de nombreuses séances programmées à un rythme régulier pour pouvoir obtenir sa confiance et lui venir en aide efficacement. Malheureusement, bien qu'elles aient été programmées, elle n'a pas eu l'occasion de les tenir puisque le drame est survenu en fin de semaine. Par ailleurs, nous avons mis la main sur la source de sa paranoïa, qui n'était autre que son grand frère. En effet, depuis l'accident sur le sentier, Nathalie le fuyait autant que possible, car elle le considérait entièrement responsable de la chute qui a généré la perte de son œil gauche. On peut imaginer sans mal qu'elle avait peur de lui et de ce qu'il serait capable de lui infliger comme supplice à la suite de ce traumatisme, qui n'était pourtant apparemment qu'un terrible accident. Précisément, ses parents témoignent que leur fils était rongé par la culpabilité. Ils s'employaient de son mieux à rétablir leurs liens familiaux à travers son accompagnement, en tant que parrain au sein de leur école d'art respectif. Kylian tâchait également de lui donner des conseils, afin qu'elle puisse trouver sa patte artistique et évoluer dans sa condition d'artiste. Cependant, peu importe le lieu, elle trouvait un moyen de fuir avant son arrivée, où elle le rejetait de manière violente, une fois bloqué face à lui. Et ce, à chaque fois. Cette situation le rongeait de l'intérieur,
mais il désirait davantage retrouver sa sœur. Alors, il a multiplié ses efforts jour après jour. Il utilisait un sac de frappe pour seul moyen d'expulser la pression durant les nuits les plus difficiles. Toutefois, Kylian baissait les bras de temps à autre, après avoir terminé sa journée à l'institut. Avant de rentrer à la maison, il avait pour habitude de se ressourcer à la bibliothèque pour recouvrer sa détermination vis-à-vis de sa sœur. Pour en revenir à la nuit du meurtre, en assimilant toutes les données en notre possession, nous avons déduit que Nathalie Lambert, souffrant d'un trouble de la personnalité paranoïaque, a tenté de mettre fin à ses souffrances en se donnant la mort dans la nuit du 18 novembre. Seulement, Kylian Lambert, encore debout à travailler sur un projet artistique, a dû entendre un bruit suspicieux. Nous soupçonnons qu'il s'est rendu silencieusement devant la porte de Nathalie et a entendu des cris de douleur. Il aurait alors immédiatement tenté d'ouvrir la porte, constatant qu'elle était fermée, avant de l'enfoncer. Rappelons que de son point de vue, son grand frère la traque dans le seul but de finir ce qu'il a commencé avec l'accident sur le sentier. À l'intérieur, Kylian a dû être confronté à une Nathalie terrorisée, agissant par simple instinct de survie. Elle se serait ensuite jetée sur lui avant de lui asséner de nombreux coups de couteau au niveau de la gorge, ne lui laissant aucune chance de survie avant de disparaître dans la nature. À croire que son obsession envers le temps était en réalité un compte à rebours qu'elle se fixait à elle-même concernant son degré de résistance à sa maladie mentale. Sur les effets personnels de la victime, nous avons pu remarquer l'absence de cadran sur la montre. Nous envisageons la possibilité qu'elle l'ait subtilisé pour la poser sur la surface de son globe oculaire gauche, en guise de symbole, comme indiqué dans son journal, et illustré sur les différents croquis retrouvés dans sa chambre. Selon ses propres dires, elle serait devenue maîtresse du temps. Peut-être que cela signifie qu'elle s'est abandonnée à sa maladie de façon irréversible. Si c'est le cas, nous allons devoir l'appréhender rapidement afin d'éviter de nouvelles victimes. Il est également de notre responsabilité de veiller à ce qu'elle soit appréhendée et qu'elle reçoive un accompagnement personnalisé et un traitement adapté dans un hôpital psychiatrique. Quiconque aurait des informations qui pourraient nous renseigner sur l'endroit où Nathalie Lambert se trouve est prié de prévenir les autorités compétentes et de ne surtout pas agir seul. Je vous remercie. Tout a commencé la nuit dernière, quand mon avion est entré dans une zone de turbulence. Avant ce boom que j'ai entendu, ma plus grande peur était le nombre de personnes qui risquaient d'être sur mon vol à cause des fêtes. J'étais sûre qu'on allait se retrouver comme des sardines en boîte. Mais finalement, mon avion n'a pas été aussi plein que je ne le pensais. Il y avait même un homme qui semblait assez nerveux, assis tout seul dans la rangée à l'opposé de moi, un rang devant, et quelques autres sièges vides par-ci par-là. Pourtant, je m'étais préparée à tout, au surbooking, aux annulations et aux autres retards. Mais ironiquement, rien de tout cela n'a été la raison pour laquelle j'ai préféré passer 8 heures dans un bus plutôt que de reprendre un avion pour finir mon voyage. Non, j'ai opté pour cette solution à cause de ce qui s'est passé pendant ces turbulences. L'homme qui était assis seul et que je vais appeler Bob, par facilité, essuyait les grosses gouttes de transpiration qui avaient commencé à dégouliner de son front dès le moment où les moteurs de l'avion s'étaient mis à rugir. Il avait été le premier à appuyer sur le bouton pour appeler une des hôtesses et lui demander une boisson bien corsée. Je ne pense pas qu'il y avait quoi que ce soit de suspicieux à propos de lui. Je pense plutôt qu'il avait peur de l'avion. Et puis, sa dégaine de père de famille lui donnait un air inoffensif. La seule raison pour laquelle je m'étais attardée sur lui, c'était parce qu'il ressemblait un peu à l'un de mes collègues. J'avais continué à le regarder jusqu'à ce que je puisse allumer mon PC portable, une fois que les hôtesses nous en auraient donné l'autorisation. Ça ne faisait pas longtemps qu'on était en vol lorsque le pilote nous a annoncé qu'on allait passer une zone de turbulence. Vu que j'avais l'habitude de voyager, ça ne m'avait pas inquiété le moins du monde. Même quand l'hôtesse était empressée de rappeler à tout le monde qu'il fallait attacher sa ceinture. Je comprends que cela puisse être effrayant, mais la majeure partie du temps, les turbulences sont prévisibles. Et c'est pour cela que les pilotes ont le temps de prévenir les passagers en avance. Et la raison pour laquelle c'est possible, c'est parce que tous les avions qui sont passés par là avant avaient réussi à le faire en toute sécurité. Si la zone avait été trop dangereuse, le vol aurait été annulé ou aurait emprunté un autre chemin. Mais Bob n'avait pas l'air de comprendre une chose aussi basique. Il avait les doigts enfoncés dans les accoudoirs. Moi, j'écoutais de la musique pour essayer de faire passer le temps plus rapidement. Mais alors que l'avion nous secouait par intermittence, j'ai entendu quelque chose de lourd faire un bruit distinct directement au-dessus de moi. Le bruit avait été accompagné d'une sorte de pression. J'aurais pu jurer que ça avait fait descendre l'appareil de plusieurs mètres. C'était bizarre.
car ça ne donnait pas l'impression d'être un appel d'air. L'onde de choc s'était propagée le long des parois métalliques. C'était comme si un oiseau venait de heurter de plein fouet une vitre fraîchement nettoyée. Mais ce n'était pas possible, car même si les oiseaux percutaient parfois les avions, ils ne tombaient pas dessus. À part s'il était tombé du ciel ou qu'il avait pris l'engin pour un ver géant, c'était improbable. Cependant, j'étais apparemment la seule à avoir remarqué. Donc j'ai laissé tomber. Petit à petit, l'avion avait retrouvé de sa stabilité, et les autres passagers ont commencé à s'endormir. Même Bob le nerveux. J'ai essayé de dormir, et Dieu seul sait à quel point j'en avais besoin. J'avais travaillé toute la journée, et j'avais dû prendre 3 bus pour rejoindre l'aéroport. Mais depuis petite, j'ai toujours eu le sommeil léger, et la femme à côté de moi avait des coudes aussi pointus que des dagues, et n'arrêtait pas de déborder de mon côté. À chaque fois que je piquais du nez, elle me sortait de mon sommeil en me plantant ses os dans le bras. Dans l'espoir d'échapper à ces coups de poignard involontaires, je m'étais appuyée complètement contre le mur pour regarder par le hublot et admirer le magnifique ciel étoilé. Loin des lumières de la ville et bien au-dessus des nuages, il offrait un spectacle à couper le souffle. Mes paupières commençaient à devenir lourdes, et au fur et à mesure que je clignais des yeux, elles disparaissaient avant de refaire leur apparition. J'ai fini par fermer les paupières entièrement. J'ai retiré mon casque, puis j'ai rejoint les bras de Morphée. Je ne sais pas combien de temps ma sieste a duré car je n'avais pas regardé l'heure avant de m'endormir. Mais quand je me suis réveillée à cause d'un léger son répétitif, j'étais encore épuisée. En ouvrant les yeux, j'ai vu quelque chose dans ma vision périphérique. Quelque chose qui ressemblait à de longs doigts entourant l'extérieur de la vitre. Ça m'empêchait de voir les étoiles. J'étais morte de fatigue et ma vision était encore floue. Le temps que je me frotte les yeux, ça avait complètement disparu. Et le ciel étoilé était de nouveau visible. Je n'ai pas essayé de me rendormir. S'il y a bien quelque chose qui m'énerve plus que de ne pas dormir, c'est d'être réveillée par intermittence. En plus, je commençais à avoir mal à la nuque. Et j'essayais en même temps d'échapper à madame la poignardeuse de bras. Je me suis redressée et je me suis mise à fixer le plafond, tout en espérant qu'on allait arriver à l'heure et que je ne manquerais pas mon prochain vol. De temps en temps, je regardais à nouveau par le hublot, mais tout semblait normal. Puis soudainement, à travers le bruit pourtant bien présent des moteurs, j'ai commencé à entendre de petits tapotements tout autour de la structure de l'appareil. À un moment, ils étaient plus au niveau du dessus de la cabine, et quelques instants plus tard, je les entendais juste derrière moi, parfois à droite et parfois à gauche. Ils ne semblaient pas très forts, et pourtant ils devaient l'être s'ils arrivaient à se faire entendre à travers le brouhaha des turbines. Pendant un moment, je me suis dit que ça pouvait être de la grêle, mais on était bien au-dessus des nuages. Cependant, toute autre explication semblait impossible. Mis à part ces petits bruits, tout était calme. La majeure partie des autres voyageurs dormaient encore. Aucun bébé ne pleurait, et les hôtesses de l'air devaient être en train de préparer le repas car je n'en voyais aucune. Ça m'a fait me relaxer un petit peu. Du moins, jusqu'à ce que je remarque au loin quelque chose dans un des hublots qui se trouvait de l'autre côté de ma rangée. C'était complètement noir. Pas comme une pièce dans laquelle les lumières auraient été éteintes, ou encore la noirceur que l'on pouvait voir dans les abysses. Non, c'était bien plus noir que ça. À tel point que j'avais l'impression que si je marchais jusqu'au hublot et que j'essayais de le toucher, ma main serait passée à travers celui-ci. Je ne savais pas ce que j'étais en train de regarder, et mon cerveau n'arrivait pas à le comprendre. J'étais paralysée par la peur, sans même savoir pourquoi. Et puis, les doigts sont apparus. De longs doigts tordus et pointus d'un noir tout aussi profond. Ils avaient l'air solides et liquides à la fois. Un peu comme de la mélasse. La meilleure façon que j'ai de vous le décrire, c'est d'imaginer un gant en plastique rempli d'eau. On peut changer la forme du gant, l'écraser, le tordre d'un million de façons différentes, qu'il reprendrait toujours sa forme d'origine sans se vider de son contenu. Et tandis que les doigts laissaient place à une main, puis un bras, je me suis retrouvée pétrifiée dans mon siège. Heureusement, quelqu'un a toussé. Et l'étrange forme a disparu dans un mouvement rapide. J'étais recouverte de sueur froide. Et le seul moyen que j'ai eu pour me rassurer a été de me dire que j'étais en train de rêver, même si je savais parfaitement que ce n'était pas le cas. J'étais extrêmement nerveuse, et je promenais mon regard d'hublot en hublot en craignant de voir la forme refaire son apparition. Mais pendant 10 bonnes minutes, il ne s'est rien passé. Et puis soudain, les tapotements ont recommencé. En haut, à gauche puis à droite. Et finalement, la chose est réapparue dans un hublot plus près du mien, au niveau d'une rangée vide. Je me rappelle avoir murmuré « Hey !» Mais je ne savais pas si c'était pour essayer de me réveiller ou tenter de réveiller tous les autres. Dans tous les cas,
ça n'a pas réussi à me sortir de la paralysie dans laquelle je me trouvais. Voir la créature recommencer à pénétrer à travers la fenêtre me semblait surréaliste. Et c'est toujours le cas maintenant. C'était comme si je n'étais plus maîtresse de mon propre corps. J'avais l'impression de regarder la scène d'un point de vue extérieur. Et je ressentais la même frustration que quelqu'un qui regarderait un film d'horreur et qui crierait au personnage principal de courir le plus vite possible au lieu d'essayer d'aller voir d'où provenait un bruit. Cependant, malgré ça, je ne pouvais rien faire. J'étais là sans l'être réellement. L'ombre avait pris tout son temps pour se manifester, sûrement à cause de sa taille. Elle était bien plus grande qu'une personne normale, si grande que je ne comprenais pas comment elle pouvait se faufiler à travers d'aussi petits hublots. On aurait dit un chat qui essayait de rentrer dans une minuscule boîte en carton. La chose avait une forme humaine, mais c'était la seule caractéristique qu'elle partageait avec nous. Elle n'avait pas de visage, pas de traits distinctifs. C'était juste une forme géante de noirceur. Une fois entièrement entrée dans l'avion, l'ombre était totalement courbée alors qu'elle avançait doucement dans l'allée. Je ne savais pas si elle pouvait me voir. Oh, si elle pouvait voir quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Ses doigts perturbants s'enfonçaient dans le haut des sièges sur lesquels elle s'appuyait pour avancer. Sa façon de se mouvoir était bizarrement gracieuse. Je sais, j'ai l'air de me contredire, mais je fais de mon mieux pour vous décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ce qui pour moi était totalement surnaturel avait l'air parfaitement normal pour cette chose. C'était comme voir un de ces monstres marins dont on ne comprend pas l'existence, mais qui existait quand même. Ces mouvements semblaient être régis par des lois de la physique totalement différentes des nôtres. La créature a continué à se frayer un chemin à travers l'allée, se rapprochant dangereusement de moi à chaque mouvement. Même si je n'avais aucun moyen de connaître ses intentions, et même si son visage était totalement lisse, j'avais l'impression qu'elle me fixait, comme si j'étais devenue sa cible. Elle avait l'air de ressentir ma peur. Mon cœur battait à toute vitesse, et j'ai bien essayé de crier, mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'était de trembler dans mon siège. C'est quoi ce bordel? C'était Bob. Il n'a même pas eu le temps de finir sa phrase, car la créature a tourné sa tête dénuée d'expression et s'est jetée sur lui comme le ferait une espèce de poulpe, s'enroulant autour de sa proie et étouffant tous les sons susceptibles de sortir de sa bouche. Je n'arrivais pas à entendre ses cris, mais j'arrivais à ressentir sa souffrance. Un énorme craquement s'est ensuite fait entendre, et plusieurs personnes se sont réveillées d'un coup. Avant même qu'ils ne reprennent leurs esprits, la créature était repartie par le hublot le plus proche, laissant le siège dans lequel Bob était assis encore quelques secondes auparavant totalement vide. Personne n'a eu l'air de remarquer son absence. Après tout, il voyageait seul, et personne n'était assis à côté de lui. J'ai essayé de me rassurer à nouveau en me disant que j'avais sûrement vécu ma première paralysie du sommeil, et que Bob n'avait jamais réellement été là. Mais après l'atterrissage, et alors que je m'apprêtais à quitter l'avion, j'ai remarqué son téléphone portable abandonné sur son siège. En regardant l'arbre de Noël, un whisky à la main, Pete était heureux de se dire que l'année qui arrivait allait être différente de la précédente. Il avait vécu les mois les plus tristes et étranges de sa vie. Mais heureusement, les choses commençaient tout doucement à rentrer dans l'ordre. Et en plus, au moment de Noël, sa fête préférée. D'une certaine manière, l'année qui venait de s'écouler avait semblé durer une éternité. Et d'une autre, elle avait eu l'air de filer à toute vitesse. Dans tous les cas, il était content que tout cela soit derrière lui. Le sapin de Noël et les jolies lumières bleues qui éclairaient dans le salon lui faisaient penser à sa fille Lana et à sa femme Janet. Tout avait commencé 12 mois auparavant. La petite ville dans laquelle ils habitaient était recouverte d'une épaisse couche de neige. Elle était assez éloignée des grandes agglomérations. Mais c'est ce qui faisait tout son charme. Pendant les 12 étés écossais, on pouvait y voir une nature luxuriante. Et durant l'hiver, le froid figeait l'endroit dans son manteau glacé. Les habitants de la ville passaient leur temps à déblayer leurs allées. Et ce jour-là, sa femme était sortie prendre l'air, comme elle aimait souvent le faire. Cela faisait déjà 3 heures qu'elle était partie. Même si Janet était dévouée à sa famille, elle prenait toujours du temps pour se ressourcer seule. Comme elle le disait, il n'y avait rien de mieux pour faire redescendre le stress. Surtout quand on avait une petite fille certes mignonne, mais qui adorait tester la patience de ses parents. Dans ces moments-là, elle se couvrait, puis elle sortait se promener dans les grandes étendues de terre et de forêt caractéristiques de la région. Mais ce n'était pas habituel pour elle de partir pendant aussi longtemps. Surtout que c'était le jour où elle allait choisir quel arbre couper afin de l'exposer dans leur maison. Peu importe le nombre de fois où Pete et leur fille la suppliaient de les laisser l'aider, elle refusait car c'était son petit plaisir à elle.
Elle aimait la tradition et choisir le meilleur sapin, le couper et voir le visage de sa famille s'illuminer en le décorant de tous les ornements les plus brillants. Ça n'avait pas de prix. Elle avait son coin préféré pour trouver les meilleurs arbres d'après elle. Une petite colline recouverte d'une sapinière à couper le souffle. Et même si chaque année elle rentrait en se plaignant que de plus en plus de voisins avaient découvert son coin, il restait assez d'arbres pour tenir de nombreuses longues années. Vu que les heures passaient sans que Janet ne revienne, Pete avait commencé à s'inquiéter. Janet rentrait toujours avant le coucher du soleil et le ciel commençait à prendre une teinte orangée. Sans plus attendre, Pete avait demandé à sa fille Lana de s'enfermer dans la maison jusqu'à ce qu'il revienne. Lana avait rigolé quand il lui avait dit qu'il suspectait que sa mère avait fait un excès de zèle et qu'elle avait certainement du mal à traîner l'arbre démesuré qu'elle avait choisi à travers la neige épaisse. Persuadé que c'était vraiment le cas, il lui avait même dit de rester près de la fenêtre pour les voir arriver avec le plus gros arbre qu'elle n'ait jamais vu. Lana avait couru en haut des escaliers pour se mettre devant la fenêtre avec la meilleure vue, avant que son père ne lui rappelle qu'elle devait d'abord verrouiller la porte derrière lui. Tandis qu'il se resservait un verre, les souvenirs de cette nuit lui apparaissaient comme si c'était passé hier. La neige craquelait sous chacun de ses pas au fur et à mesure où il avançait, et de petits flocons virevoltaient calmement autour de lui. Vu qu'il ne neigeait pas beaucoup, Pete n'avait pas eu de mal à retrouver les traces de pas de sa femme. Mais même sans eux, il n'y avait aucun doute sur sa destination. La colline préférée de Janet n'était qu'à 40 minutes de marche, mais elle s'était peut-être enfoncée plus profondément dans la forêt pour en trouver un plus petit. Les gens de la ville aimaient beaucoup avoir un arbre plus petit à mettre dans la chambre de leurs enfants. Donc c'était ceux-là qui étaient les plus durs à dénicher. Lana, elle, quand elle était plus petite, elle s'était sentie coupable de couper les plus jolis sapins juste pour les mettre dans la maison. Mais une fois que Janet lui avait expliqué que c'était une jolie tradition et que les arbres poussaient au fur et à mesure, elle s'était faite à l'idée. Et désormais, elle partageait la même passion que ses parents pour cette saison. Il faisait maintenant très sombre. Et la neige tombait si fort que Pete avait du mal à suivre les traces de pas de Janet se faufilant à travers les bois. Tandis qu'il avançait sur la colline, son inquiétude s'était transformée en peur. Quelque chose n'allait pas, c'était sûr. Il avait donc accéléré le pas, la neige tapant sur ses joues devenues roses à cause du froid. Puis, il s'était arrêté net, comme les dernières empreintes de chaussures de sa femme, juste au pied d'un des plus beaux sapins au monde. Il faisait un peu plus de 2 mètres, et la couleur de ses aiguilles était d'un vert hypnotisant, malgré la pénombre qui s'installait tout doucement autour de lui. Parfaitement le type d'arbre sur lequel Janet aurait flashé. Cependant, elle n'était pas là, et il n'y avait aucune autre trace qui aurait pu suggérer qu'elle était partie en direction d'un autre. Il n'y avait aucun doute qu'elle était passée par là. Mais où se trouvait-elle? Pete n'arrivait pas à comprendre comment c'était possible. Les 2 empreintes étaient encore fraîchement découvertes, mais la poudreuse tout autour était immaculée et parfaitement régulière. C'était comme si Janet s'était simplement volatilisée. En regardant de plus près la base de l'arbre, Pete avait remarqué une grosse entaille. Il n'y avait plus aucun doute. Janet avait essayé de faire tomber ce sapin. Et pour une raison inconnue, elle était partie on ne sait où. Elle ne savait pas par où commencer. Il n'y avait aucune piste. Peut-être que de la neige tombée des épaisses branches de la canopée avait tout recouvert sur son passage. Non, c'était impossible. Cela faisait un long moment qu'il vivait là. Et rien de tout cela n'était jamais arrivé. Et puis, à force de tourner autour du tronc, il avait vu quelque chose qui l'avait glacé d'effroi. À quelques mètres de l'endroit où il se trouvait, partiellement recouvert par les flocons, la hache de Janet était posée sur le sol. Pete s'était mis à courir immédiatement pour l'attraper. La hache était enfoncée comme si elle était tombée d'une hauteur considérable. Mais les pensées de Pete ne l'avaient pas laissé s'attarder sur ce détail. Tout ce qu'il arrivait à imaginer, c'était sa femme blessée quelque part dans le froid mordant. Il criait son nom de façon répétée, sans recevoir la moindre réponse alors que la nuit continuait de s'installer. Si elle était vraiment blessée, il n'avait pas beaucoup de temps devant lui. Il allait devoir prévenir les secours rapidement, sinon elle ne tiendrait pas bien longtemps par cette température. À cette pensée, la panique s'était mise à l'envahir. Une panique qu'on ne peut ressentir que pour les gens qu'on aime tendrement. Après avoir sorti la lampe torche qu'il avait pris le soin de glisser dans sa poche, il avait recommencé à avancer dans la direction où la hache l'avait conduite. Et tandis qu'il rentrait dans un épais regroupement de petits sapins, il avait remarqué que des branches cassées jonchaient le sol, comme si quelque chose les avait arrachées brusquement au passage. Est-ce que Janet avait dû courir? Et si oui, pourquoi? Le problème c'était que vu l'état des branches et des arbres aux alentours,
Janet n'aurait jamais pu causer une telle destruction simplement en courant à travers. S'ils habitaient dans un autre endroit que l'Écosse, Pete aurait pu imaginer qu'elle s'était fait attaquer par un ours. Mais ils avaient disparu de la région il y avait bien longtemps de cela, tout comme les loups ou tout autre type de prédateur capable de faire un carnage pareil. Il avait donc ajusté son écharpe pour se protéger des flocons de plus en plus gros. Puis, il avait continué son chemin. Et c'est là qu'il avait vu, recroquevillée sur elle-même, ses magnifiques grands yeux verts qu'il aimait tant, ouverts et dépourvus de vie. Elle avait soi-disant fait une crise cardiaque. Voilà ce qu'on lui avait dit. Mais Pete avait vu son visage. Il avait vu son regard d'habitude si tendre, figé dans un regard noir de peur. Il avait aussi vu ses mains encore en position de défense. Cependant, le médecin légiste lui avait expliqué que c'était tout à fait normal. Du moins, pour une personne décédée d'un infarctus aussi foudroyant. Tout comme son visage déformé par la peur. Mais en l'écoutant, Pete avait décelé dans ses yeux qu'il avait l'air aussi incertain que lui, et qu'il ne comprenait pas l'expression de terreur qu'avait eue sa tendre Janet sur le visage, morte dans le froid glacial, dans une agonie si visible. Toute cette expérience avait dévasté Pete, et si Lana, qui elle aussi pleurait la mort de sa mère, n'avait pas eu besoin de lui, il se serait certainement laissé sombrer. Ces 12 derniers mois avaient été remplis de souvenirs de leur perte. Chaque chose qu'il devait recommencer à faire sans Janet lui arrachait le cœur. Le premier jour de travail, le premier jour à emmener sa fille seule à l'école, ou encore la première réunion de famille à devoir supporter les regards de pitié. Mais le pire, c'était les nuits qu'il avait dû passer à entendre Lana pleurer la mort de sa mère, jusqu'à s'endormir d'épuisement. Cependant, c'était décidé. Ça s'arrêtait maintenant. Ils avaient tous les deux réussi à sortir la tête de l'eau, à traverser toutes les épreuves qui s'étaient mises sur leur chemin durant ce deuil destructeur. Et même si elle lui manquait tous les jours, il savait qu'il était temps pour lui et pour sa fille de continuer à vivre, comme elle l'aurait souhaité. Ce sentiment de renouveau le remplissait d'espoir. Il fallait récompenser Lana de la force mentale qu'elle avait démontrée dans toute cette épreuve. Lana avait été son roc quand lui luttait pour ne pas baisser les bras. Alors il lui avait préparé une surprise. Il s'était arrangé pour que ses 4 grands-parents viennent passer le réveillon avec eux. Il avait dépensé une petite fortune pour lui acheter tout ce qu'elle voulait. Les décorations, ses chocolats préférés, et bien sûr une pile de cadeaux haute comme lui. Il avait même fait semblant de réfléchir, quand Lana l'avait supplié de laisser venir ses copines pour le matin de Noël. Il voulait lui offrir le plus beau des Noëls vu les circonstances. La maison était parfaitement décorée, certes, mais il y avait quelque chose que Pete tenait particulièrement à faire. La dernière touche qui ferait que ce jour serait vraiment spécial. L'arbre que Janet avait choisi. Il se devait de l'avoir pour honorer sa mémoire, et de la battre, comme il l'avait fait avec sa pauvre femme. Le jour de l'anniversaire de la mort de Janet, Pete marchait à travers la neige, se faufilant entre les épais sapins, jusqu'à arriver au pied de cette colline qu'il aimait tant avant. Le soleil brillait avec force, et il ne faisait pas aussi froid que la nuit où Janet avait disparu. Mais chacun de ses pas faisait Pete se sentir un peu plus malade. Chaque foulée, lui rappelant morbidement l'année où il avait ressenti la plus grosse peine de cœur qu'il n'avait jamais connue. Arrivé au sommet, Pete avait d'abord regardé l'endroit où il avait trouvé la dépouille de Janet. Essuyant les larmes qui lui ruisselaient sur les joues, il avait ensuite enterré une figurine du Père Noël dans la neige. C'était la décoration préférée de Janet, celle qui avait toujours eu sa place dans leur arbre. Et maintenant, c'était la place parfaite pour elle. Après encore quelques minutes à avancer à travers le manteau blanc, Pete avait vu l'arbre. Cette saleté de sapin. Prêt à relâcher sa frustration sur le conifère, il avait sorti la hache de Janet de son sac et avait donné un grand coup exactement à l'endroit où Janet avait commencé l'année d'avant. Puis, il avait continué à taper aussi fort que possible pour le faire tomber. L'arbre avait craqué dans un râle qui ressemblait à de la douleur, mais Pete s'en moquait. Indirectement, tout ce qui était arrivé à sa femme ce soir-là était à cause de cet arbre. Et pouvoir le couper lui avait fait remarquer que peu importe à quel point il voulait se convaincre du contraire, Janet était peut-être bel et bien morte de cause naturelle après tout. Un simple accident qui n'aurait pas pu se finir d'une façon moins tragique. Voir le sapin s'écrouler de lui-même et fendre la neige lui avait retiré un poids des épaules. Après l'avoir attaché avec une corde, il l'avait tiré à travers la sapinière jusqu'à sa porte arrière. Il avait réussi. Sans réellement penser au carnage qu'il allait faire sur la moquette ou sur les meubles, il l'avait traîné jusqu'à la fenêtre du salon et l'avait installé sur le support qu'ils utilisaient à chaque période de Noël. En sueur et épuisé, il s'était mis à admirer l'énorme arbre qui surplombait toute la pièce.
L'arbre que Janet avait choisi était magnifique. Pete retenait ses larmes alors qu'il attendait le retour de Lana de chez l'une de ses amies. Une fois qu'elle était arrivée, ils avaient mis un vieux film de Noël en fond et avaient décoré le sapin en rigolant. Ils avaient aussi chanté et célébré ce moment. Désormais, c'était la nouvelle version de leur famille. Bien sûr, ils avaient eu des petits moments de tristesse, qu'heureusement la magie de Noël avait réussi à dissiper. Tandis que la nuit se passait agréablement, Lana avait commencé à se sentir fatiguée. Encore plus tôt qu'à son habitude, elle était certainement épuisée par toute l'excitation de la soirée. Après lui avoir fait un dernier bisou sur le front, Pete avait décidé de se récompenser pour tous ses efforts. Assis sur le canapé du salon éclairé par une lumière tamisée, il avait sorti une bouteille de whisky dont il avait versé une partie dans son verre. Il s'était ensuite mis à admirer le sapin, drapé de dizaines de guirlandes et orné d'une multitude de décorations. L'arbre valait vraiment le coup d'œil. Le meilleur sapin qu'il n'ait jamais eu. À la tienne, ma chérie. Avait-il dit en levant son verre dans un geste se voulant symbolique. Et alors que la neige tombait drûment à l'extérieur, il s'était mis à repenser à sa femme et à sa fille. Le temps s'écoulait lentement alors qu'il se remémorait toutes les choses qu'il avait fait. La douleur, la guérison, et maintenant l'espoir de retrouver une vie meilleure. L'éclat de l'arbre qui se reflétait sur les vitres permettait de voir l'extérieur glacé et paisible. La lumière était tamisée grâce aux flammes qui dansaient doucement dans la cheminée. Pete était heureux pour la première fois depuis 1 an. Mais quelque chose le dérangeait quand même. Il ressentait de l'appréhension, ou de l'agacement plutôt, comme si quelque chose gâchait la scène. Assis à siroter le contenu de son verre, Pete balayait la pièce des yeux. Il avait enfin trouvé le problème. 2 des lumières accrochées aux branches du sapin clignotaient bizarrement. Il s'était donc mis à avancer jusqu'à l'arbre. C'était bizarre. En plus d'être défaillantes, elles avaient l'air d'avoir été placées très profondément dans les branches, presque à côté du tronc. En se penchant pour mieux les voir, Pete avait été surpris de voir à quel point le sapin était épais. Peu importe le nombre de guirlandes lumineuses qui étaient posées sur les branches, l'intérieur du conifère restait sombre. Et même les 2 lumières qui semblaient défectueuses n'éclairaient pas l'épais enchevêtrement. Pete avait soudainement lâché le verre qu'il avait entre les mains, et ce dernier était venu s'écraser dans un fracas énorme. Les lumières n'avaient aucun problème. Elles fonctionnaient parfaitement. Ce n'était pas ça qui clignotait. C'était des paupières. Des paupières qui se refermaient sur une paire d'yeux brillants. La vue figea Pete instantanément, et c'était comme si la pièce était soudainement devenue plus sombre. Quelque chose vivait dans cet arbre. Quelque chose dont les pattes et les griffes s'enfonçaient dans le bois dans un bruit glaçant. Pete n'arrivait pas à faire le moindre geste, et sa bouche était grande ouverte devant le spectacle terrifiant. Craquant et grinçant, une sorte de visage avait fait son apparition entre les aiguilles. On aurait dit qu'il sortait du plus profond de l'écorce. Recouvert de mousse, ancien et, d'après son expression, vraiment énervé. De la peur parcourait les veines de Pete, son cœur battant de plus en plus fort tandis que le visage s'approchait du sien. Les yeux dépourvus de pupilles brillaient désormais d'un jaune vif. Et c'est en regardant vers le bas que Pete avait découvert son corps fin, maigre et recouvert de végétaux. Chacun de ces mouvements provoquait des craquements assourdissants. Une fois redressé complètement, la créature était plus grande que l'arbre. Il faisait maintenant parfaitement nuit à l'extérieur. Ça ne faisait aucun doute, cette chose était nocturne. Pete se sentait inutile. En croisant de nouveau le regard de la bête, il sentit son cœur faire un bond. Puis une forte douleur s'était alors mise à lui parcourir le bras gauche. Surpris, il avait réussi à bouger son autre bras pour se tenir la poitrine. Cependant, il n'arrivait pas à détourner le regard de celui de la créature. Puis la chose se rapprochait, et puis le corps de Pete lui faisait mal. Il savait qu'il ne tiendrait pas longtemps. Il savait qu'il allait être retrouvé comme Janet, allongé sur le sol sans vie. Et la nouvelle victime de cette monstruosité. La douleur était insupportable, mais l'état de choc dans lequel il était l'empêchait de crier. Le peu de lumière qui sortait de la cheminée éclairait la tête allongée d'un côté et déformée de l'autre de la bête. Son visage était dominé par un grand trou noir qui semblait lui servir de bouche ou de nez. Le trou était si noir qu'il donnait l'impression qu'aucune lumière ne pouvait le pénétrer. Il rapprochait son visage rempli de protubérances de celui de Pete. Leurs fronts se touchaient presque, et la respiration de cette chose déformait le visage de Pete dans une position tout sauf naturelle. « Papa !» Ce seul mot avait suffi à sortir Pete de sa stupeur. Un mot si simple, et pourtant si puissant. En l'entendant, la créature étrange avait tourné la tête pour venir placer son regard jaune sur Lana.
Recroquevillée en haut de l'escalier, Lana avait poussé un grand cri. Les jambes couvertes de mousse de la créature avaient alors bougé de façon maladroite en direction de la fille de Pete. Désormais, Lana était elle aussi sous l'emprise de la chose. Chaque pas de la créature lui faisait resserrer les doigts un peu plus fort sur son petit torse. La bête ne la lâchait pas des yeux. Elle était concentrée sur la jeune fille. Tellement concentrée que la chose n'avait pas vu Pete ramper sur le sol jusqu'à la cuisine. Les mouvements incertains du monstre le faisaient ressembler à une marionnette sans but. Mais ce n'était pas le cas. Une fois arrivé devant Lana, le monstre avait attrapé son visage et l'avait rapproché tout doucement du sien, ce qui lui avait fait couler les larmes sur les joues. Le bruit des pas rapides de Pete avait alors envahi la pièce. Et Pete s'était aidé du canapé pour sauter et planter la hache de Janet dans ce qui semblait être la colonne vertébrale de la créature. Il n'y avait eu aucune explosion de sang ou de liquide dégoûtant. Mais de la plaie béante, une multitude d'insectes divers s'étaient déversés. Dans une série de bruits de craquements, la créature avait violemment poussé Pete avant de tomber au sol et de se mettre à ramper. Pete avait bien essayé de suivre, mais la chose se déplaçait sur le sol à une vitesse incroyable, ne laissant aucune trace sur le sol enneigé. Après une visite à l'hôpital pour vérifier que ni Lana ni Pete n'étaient blessés, ils étaient sortis de l'hôpital sans problème majeur. Ils avaient pris la décision de partir sans même retourner dans leur maison. Cette maison avait trop de souvenirs, des bons comme des mauvais, et il était temps pour eux de passer réellement à autre chose. Pete ne savait pas si la créature était vivante ou morte. Il ne savait pas non plus ce que c'était. Mais une chose était sûre, il avait compris sa leçon, et il avait décidé de ne plus jamais couper un seul arbre de Noël de sa vie. Car peu importe à quel point ils sont beaux, et à quel point ils font partie de la tradition, on ne sait jamais ce qui peut vivre dedans. Hier soir vers 1h du matin, mon mari, notre petite fille et moi, on se dirigeait vers ma voiture après une soirée passée chez mon beau-frère. Il vit dans une banlieue un peu douteuse, donc on fait toujours attention à ce qui nous entoure. Alors que j'allais m'installer côté conducteur, j'ai remarqué un jeune homme habillé en noir qui me fixait. Je l'ai regardé en retour et je lui ai fait un signe de la tête. Mais il est resté planté là, à me regarder. Je n'étais pas à l'aise, mais les instincts paternels de mon mari ont pris le dessus et il s'est mis à regarder l'homme d'un air de défi. Le type avait alors levé sa main et avait pointé du doigt vers moi de façon bizarre. Puis il s'était mis à courir. Je n'avais jamais vu quelqu'un courir aussi vite. Et alors que mon mari se félicitait d'avoir réussi à le faire fuir sans même lever le petit doigt, on a décidé qu'il valait quand même mieux rentrer. Juste au cas où il décidait de revenir avec des renforts. Mais malheureusement pour moi, pas avant de me heurter légèrement contre la fichue boîte aux lettres métallique. Décidément, ce n'était vraiment pas ma soirée. On est quand même parti en se disant qu'on préviendrait mon beau-frère le lendemain. Même si j'imagine que pour lui, les gens louches qui traînent devant chez lui le soir, c'était une habitude. On a dû s'arrêter au magasin pour acheter du lait à ma fille et d'autres petites choses à grignoter. C'est mon mari qui y est allé. Moi, je suis restée avec notre fille dans la voiture. Quand il est revenu, je lui ai ouvert le coffre pour qu'il puisse charger les achats. Après l'avoir fermé, il est remonté. Et j'ai commencé à sortir du parking. Et c'est en passant sous un lampadaire que j'ai remarqué qu'il y avait les empreintes d'une main sur la vitre arrière. Je dois avouer que ça m'a énervée. Et que j'ai engueulé mon mari en lui rappelant bien que c'était moi qui lavais la voiture tout le temps. Et surtout, qu'il aurait pu faire attention de ne pas poser ses mains sur la seule partie où il était sûr de laisser une trace. Il m'a simplement répondu que ce n'était pas lui qui avait touché la vitre. En se retournant, on a remarqué que les empreintes avaient une forme de doigt long et fin, et qu'elles étaient positionnées comme si quelqu'un s'était appuyé contre la vitre pour regarder dans le coffre. On est descendu pour y regarder de plus près, et on a trouvé les mêmes traces sur les vitres arrière. J'ai directement appelé mon beau-frère, et je lui ai fait savoir que l'ordure que j'avais vue avait dû essayer de rentrer dans ma voiture, et que ça expliquait pourquoi il m'avait regardé fixement. Mon beau-frère m'a dit qu'il y jetterait un œil, et qu'il appellerait la police pour inspecter la zone. Mon mari, ma fille et moi-même étions assez fatigués. Donc en arrivant à la maison, j'avais mis les téléphones sur vibreur, et on était tous allés se coucher. Ce matin, mon mari et moi avions plus de 30 appels manqués. Tous de la femme de mon beau-frère. Je l'ai rappelée et elle était hystérique. Je me suis dit qu'on avait forcé sa voiture ou qu'on l'avait vandalisée. Et j'ai tout de suite senti la culpabilité m'envahir. Je savais que mon mari n'aurait pas dû regarder l'homme comme il l'avait fait. Je me suis dit que ça devait être une sorte de vengeance. Et puis, elle a commencé à divaguer sur quelque chose qui avait été mis en pièces. Apparemment, c'était la fille des voisins. Son corps
avaient été retrouvées juste à côté de leur maison et celle de la victime. Il semblerait que la pauvre fille se soit glissée hors de chez elle sans l'accord de ses parents pour aller en soirée, et qu'elle essayait de rentrer chez elle quand quelqu'un ou quelque chose l'a attrapée pour la mutiler à mort. Je vous passe les détails de ce qui lui a été fait, mais elle était soi-disant presque méconnaissable. Et d'après ma belle-sœur, la police n'avait pas encore retrouvé tous les morceaux. Mon estomac s'est retourné en entendant cette nouvelle. Le type habillé en noir ne me fixait pas. Il regardait derrière moi, pétrifié en voyant ce qui était en train de tuer cette jeune femme dans l'obscurité. Il ne me pointait pas du doigt, il pointait ce qu'il y avait derrière moi. Au moment où je vous parle, la police vient de partir de chez moi. Ils essayaient d'obtenir des informations sur l'homme que j'ai vu. Apparemment, ils pensent que c'est un témoin ou un suspect probable. Je leur ai assuré que je ne pensais pas qu'il soit le tueur, mais ils ne voulaient écarter aucune piste. Ils ont aussi pris les empreintes de ma vitre et leurs mesures. Vu la longueur et la finesse des traces de doigts, ils ne pensaient pas que c'était celle du tueur, étant donné qu'elle semblait féminine. Si le fait que ce malade ou cette chose en train de traîner la main de cette fille morte le long de mon véhicule, alors qu'il m'observait par derrière, n'était pas suffisant pour me terroriser, on vient tout juste de m'annoncer que ma plaque d'immatriculation a été arrachée de mon pare-choc. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois me barricader chez moi ou simplement fuir, car je ne sais pas réellement à quoi j'ai affaire. Mais une chose est sûre, mon mari et moi, nous allons tout faire pour protéger ma fille. Si vous entendez un jour ce message, c'est que je suis déjà morte. Sinon je l'aurais moi-même supprimé si je m'en étais sortie. Je suis actuellement coincée dans un tunnel. Je ne sais pas comment sortir d'ici. Aujourd'hui, j'avais pris la décision d'emprunter un chemin plus court pour rentrer du travail. Des petites routes en somme. Et je n'avais jamais vu ce tunnel auparavant. Il se trouvait à la sortie d'un chemin que j'avais déjà emprunté. Et lorsque je l'ai vu, j'ai directement été interloquée. Il y avait de l'éclairage à l'intérieur, alors que ce lieu se trouvait bien loin des habitations. Pour dire, il n'y avait pas un seul lampadaire dans le coin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de l'emprunter. La curiosité sans doute. Mais le fait de ne pas savoir ce qu'il y avait de l'autre côté me terrifiait également. Lorsque je suis rentrée dans le tunnel, j'étais d'abord étonnée de sa longueur. Je ne voyais pas le bout de celui-ci. Il y avait un tournant vers la droite. Et du coup, la curiosité m'a encore plus submergée. J'ai continué de rouler jusqu'à atteindre le tournant. Et à mon grand étonnement, le tunnel était encore plus long que je ne l'imaginais. J'ai commencé à être assez inquiète quant à la destination finale. Et si c'était l'entrée d'un entrepôt privé ou quelque chose dans ce genre? Dans tous les cas, le tunnel était assez étroit. La manœuvre pour faire demi-tour aurait été dangereuse. Alors j'ai continué. Je pouvais voir le bout du tunnel après avoir roulé un long moment. Je ne saurais dire combien de temps exactement. Je commençais à ressentir de grands frissons à l'idée de ce que j'allais découvrir au bout de ce dernier. Après encore quelques minutes à rouler, j'ai vu quelque chose au bout du tunnel. 2 silhouettes. Elles se tenaient debout près de la sortie. L'une semblait plus petite, l'autre en revanche était de taille normale. Sur coup de la surprise, j'ai freiné, si fort que les pneus ont crissé et que l'écho a résonné à travers le long tunnel. Je ne savais pas qui ils étaient, mais je n'ai pas voulu savoir. Ça pouvait être n'importe qui. Alors j'ai entrepris de faire demi-tour, en me pestant d'avoir eu l'idée débile de rentrer dans ce tunnel. Lors de ma manœuvre, j'ai regardé dans le rétroviseur. Les silhouettes étaient plus proches à présent, mais je n'arrivais toujours pas à discerner leur visage. Ils étaient comme floutés à cause de la lumière qui était étrangement forte derrière eux. J'ai roulé dans le sens opposé, écrasant la pédale d'accélération. J'ai pris le tournant et j'ai continué à rouler en espérant rejoindre l'entrée rapidement. J'ai jeté un autre coup d'œil dans le rétroviseur et mon cœur a failli s'arrêter complètement. Les silhouettes étaient toujours derrière moi, encore plus proches cette fois-ci. J'ai roulé encore et encore. J'étais dans un état de panique totale. Je gardais les yeux constamment sur le rétro et je constatais que les silhouettes semblaient ne pas s'éloigner de moi, comme ça aurait dû être le cas normalement. Au contraire même, elles semblaient plus proches à chaque fois, leur visage toujours étrangement flouté. Je pleurais car je ne savais pas quoi faire. J'avais beau rouler toujours plus loin, je ne voyais toujours pas l'entrée. Et les silhouettes, elles, continuaient de plus en plus proches. Pourtant, elles ne semblaient pas marcher. Et elles restaient les bras ballants, les jambes droites. Comment tout cela pouvait être possible? Au bout de longues minutes à paniquer, je suis arrivée à un point où j'ai perdu tous mes moyens. J'ai pilé, j'ai détaché ma ceinture et je suis sortie. Je me suis tournée vers eux. Ils semblaient n'être qu'à quelques pas à présent, mais je n'arrivais toujours pas à voir leur visage. Qui êtes-vous, bon sang? Laissez-moi tranquille! L'écho de ma voix résonnait dans le long tunnel.
qui semblait bien plus sombre à présent. Les silhouettes pour la première fois ont entamé une marche en ma direction. Mon corps tremblait de toutes parts. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver, mais je craignais le pire. Je reculais alors qu'ils avançaient, mais j'avais toujours les yeux rivés sur eux. J'avais peur de ce qui allait m'arriver, peur de ce qu'ils avaient l'intention de me faire. Puis, petit à petit, leurs visages se sont défloutés. J'ai pu voir une fillette, puis un homme souriant qui me regardait, et qui continuait d'avancer. Brie, ma puce, c'est toi? Georges? C'était mon mari, et à côté de lui, la fillette a également souri. Maman, tu m'as manqué. Ellie, ma chérie, ai-je dit en fondant immédiatement en larmes. J'ai couru vers eux, et je les ai pris dans mes bras en pleurant un jeu de larmes. Mon Dieu, mon amour, ma petite chérie, vous m'avez tant manqué. Ma vie n'a plus aucun sens sans vous. Ne me quittez plus jamais, par pitié. Mon mari me serrait fort, et ma fille s'agrippait fermement à ma jambe droite. Je les avais enfin retrouvés après toutes ces années. J'ai jeté un œil derrière moi, et j'ai vu ma voiture encastrée dans un arbre, tout juste à droite de là où se trouvait l'entrée du tunnel. J'ai souri, car j'avais compris. Je venais enfin les retrouver. Après des années à pleurer leur disparition, j'allais enfin être de nouveau à leur côté. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone dans ma poche pour vous enregistrer ce message. Ce dernier était complètement brisé d'ailleurs. Mais il fallait que je vous fasse part de mon récit avant de rendre mon dernier souffle. Dites-vous que la tristesse a beau vous ronger, mais que jamais cela ne devrait vous abattre. Dites-vous que si vos proches, vos amis ou même les animaux que vous avez perdus vous manquent, vous finirez forcément par les retrouver un jour. Il y a un temps pour tout, et les proches que vous aimez seront plus patients que vous, et vous attendront qu'importe le temps que ça prendra, car ils vous aiment plus que tout. Je suis désolée, mais il est maintenant l'heure pour moi de partir. Si quelqu'un trouve ce message comme je vous l'ai dit au début, c'est que je suis bel et bien morte. En revanche, si je suis morte, c'est en femme heureuse qui retrouve enfin sa famille. Je dois vous laisser à présent, car maintenant, il est temps pour moi de rejoindre le bout du tunnel. En 1995, mon meilleur ami a disparu. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, car cette histoire est assez courte. Son nom était James Wade. Il avait 13 ans. Une nuit, il est allé se coucher et le matin suivant, il n'était plus là. La porte d'entrée de chez lui était grande ouverte et James ne se trouvait nulle part. D'après la police et même ses parents, il n'y avait eu aucun signe d'effraction. James n'était pas un enfant troublé et sa famille était tout ce qu'il y avait de plus normal. Ils vivaient ensemble dans une maison des beaux quartiers. Malgré les recherches, personne n'a pu le trouver. La police n'a eu aucun indice, aucune preuve et aucun suspect. C'est à peu près tout ce que je sais de sa disparition. Enfin, pas totalement. James avait disparu un mercredi soir et je l'avais vu un peu plus tôt dans la journée à l'école. De ce qu'il m'avait dit, la nuit précédente, quelque chose l'avait réveillé au beau milieu de la nuit. Quoi exactement? Il n'avait pas vraiment su me le dire. Vu que tout cela s'est déroulé fin novembre, quand il est allé se coucher, le vent sifflait avec force. Mais quand il s'est réveillé, tout était parfaitement silencieux. C'était peut-être d'ailleurs le manque de bruit qu'il avait sorti de son sommeil. Selon lui, le silence lui avait laissé un puissant sentiment de malaise, comme s'il venait tout juste de sortir d'un cauchemar. Et tandis qu'il était allongé, le cœur battant à toute vitesse, dans un silence pesant, il avait finalement entendu quelque chose de très léger au début. Le vrombissement d'un moteur, qui s'approchait de plus en plus. Alors que le véhicule arrivait au niveau de sa maison, il avait entendu un deuxième bruit. Et cela lui avait pris un moment avant de réaliser que c'était un klaxon. Le klaxonnement était léger, comme si la personne qui conduisait ne voulait pas réveiller le voisinage endormi. Cependant, le bruit en rythme produisait un son atroce. Il m'avait dit que le bruit lui avait semblé surnaturel et qu'il ressemblait au cacardement d'une oie mourante. Il s'était donc levé pour aller jusqu'à la fenêtre et regarder à l'extérieur. Avançant à la vitesse d'un camion de glace, un vieux bus scolaire jaune se frayait un chemin dans la rue. Mais le bus était étrange. Il avait l'air extrêmement vieux et on aurait dit qu'il avait roulé à travers un marécage. De la boue était incrustée sur les jantes et les roues et des feuilles mortes étaient coincées dans les grilles. Les fenêtres étaient recouvertes de saleté et l'une d'entre elles était même fissurée. Certains morceaux de la carrosserie avaient été remplacés
ce qui le faisait ressembler à un patchwork de différentes nuances de jaune. Même les écritures noires se décollaient et pendaient sur le côté du bus, comme de la peau morte. James n'avait pas allumé la lumière de sa chambre, et il n'avait pas voulu ouvrir ses rideaux pour ne pas se faire remarquer. Mais comme il ne voyait pas assez, il avait fini par les entr'ouvrir. Et à ce moment-là, le bus s'était arrêté complètement. Il était resté là pendant un long moment, au beau milieu de la route. Puis, il avait fait des appels de phare. Bien sûr, James était mort de peur. Voir un vieux bus scolaire dans une rue résidentielle si calme au beau milieu de la nuit était évidemment étrange. Mais d'après James, ce que ça lui avait fait ressentir était anormal. Il était donc reparti se coucher dans son lit et avait recouvert sa tête de sa couverture. Il était resté là pendant de longues minutes, terrifié, sans entendre le bus repartir. Pour être certain qu'il ne soit plus là, il avait tout de même eu le courage de retourner vérifier. Mais à peine avait-il touché le rideau que les appels de phare et l'ignoble son du klaxon s'étaient fait entendre à nouveau. C'était comme si le chauffeur de bus l'invitait gentiment à le rejoindre. James était retourné se coucher à toute vitesse. Et cette fois-ci, malgré les coups de klaxon qui continuaient de le tenter, il était resté couché. Et après un long moment, le bus était enfin parti. Le mercredi matin, quand je l'ai vu à l'école, James avait de grosses cernes sous les yeux. Il n'avait pas réussi à se rendormir après son inquiétante aventure, qui l'avait clairement perturbé. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il avait commis une erreur, et qu'il n'aurait jamais dû se lever pour regarder ce qui se passait. J'avais tenté de le rassurer en lui disant que ce n'était rien, et qu'il n'avait aucune raison d'avoir peur d'un bus. Mais rien de ce que je lui disais n'avait semblé le rassurer. Après ça, James et moi étions rentrés chez nous à la fin de la journée de cours, et nous nous étions dit au revoir pour la dernière fois. Comme vous pouvez le voir, malgré ce qu'il m'a dit, il n'y avait ni grosse révélation ni explication. Aucune fin surprenante. Rien qui aurait pu aider la police. En plus de ma tristesse, j'étais donc restée avec des tonnes de questions sans réponse. J'ai 42 ans maintenant, et parfois je fais des cauchemars. Quelquefois ils sont parfaitement identiques, et d'autres fois ils varient un peu, mais le thème est récurrent. Par exemple, la nuit dernière, j'ai rêvé que j'avais un pneu crevé, et que comme il était tard, j'avais décidé de le réparer toute seule. À ce moment-là, j'avais entendu le bruit d'un moteur. Il se rapprochait de plus en plus, et la lumière des phares de ce véhicule m'avait forcé à cacher mes yeux avec mes mains. Alors qu'il arrivait près de moi, j'avais remarqué que c'était un bus, et tandis qu'il me dépassait, j'avais vu un enfant à l'arrière de ce dernier, frappant la vitre de ses petits poings. Il avait l'air de crier, mais le son du moteur masquait ses cris. Je pense que vous l'avez deviné, c'était James. Il n'avait pas du tout vieilli. Je ne suis pas superstitieuse. D'après moi, il n'y a rien dans ce monde qui ne peut pas être expliqué de façon rationnelle. Peut-être que le bus n'avait rien à voir avec la disparition de James. D'ailleurs, peut-être qu'il n'y avait jamais eu de bus. Il n'avait peut-être sûrement fait qu'un cauchemar. Mais même comme ça, quand ils étaient plus jeunes, j'avais raconté une version modifiée de cette histoire à mes enfants. Une histoire d'un vieux bus qui parcourait les rues la nuit, à la recherche d'enfants qui désobéiraient à leurs parents en restant éveillés tard le soir. Et que si par malheur ces enfants l'apercevaient, le chauffeur du bus descendait les chercher pour les emmener avec lui, et qui les enfermait dans le bus à tout jamais. Les enfants étaient alors condamnés à crier désespérément à l'aide, sans que personne ne puisse les entendre. J'avais rajouté que les adultes ne pouvaient pas voir ce bus, et que même s'ils le voyaient, pour eux ce serait un bus tout ce qu'il y a de plus normal. Comme vous le pensez sûrement, mes enfants avaient été terrorisés par cette histoire, et mon mari, tel le rabat-joie qu'il était, n'avait pas apprécié ce que je leur avais raconté. Mais c'était le cadet de mes soucis, car même si je ne savais pas si l'histoire que James m'avait racontée était vraie, je ne voulais pas prendre le risque que cela arrive à mes propres enfants. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que depuis quelques nuits, ma fille n'arrête pas de venir dans notre chambre. Elle me dit que tous les soirs, elle entend klaxonner devant la fenêtre de notre maison. Par chance, vu que je lui ai raconté cette histoire, elle n'a jamais osé aller vérifier de quoi il s'agissait. Mais moi, je veux en avoir le cœur net. Et ce soir, quand elle viendra me réveiller comme elle le fait tous les soirs, je me tiendrai prête, dans l'espoir de voir James une dernière fois. J'ai su que je l'aimais à l'instant où j'ai posé mes yeux sur lui. C'était un bâtard. De quelle race? Le centre d'adoption n'en était pas sûr. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait été posé là un jour, en relativement bonne santé. Il avait environ 5 mois, comme ses frères et sœurs qui avaient été emmenés avec lui. À la base, je l'avais acheté pour le 9e anniversaire de ma fille. Elle voulait un chiot depuis que sa meilleure amie en avait eu un.
Après beaucoup d'efforts pour me convaincre, je me suis finalement retrouvée au refuge. Ma fille n'était pas au courant. Après tout, c'était censé être une surprise. En tant que parent, je peux dire que je vis pour la façon dont ses yeux se sont illuminés de joie quand elle a ouvert la boîte. La minuscule boule de poils frétillante a trouvé son chemin vers son cœur, comme elle l'a fait pour le mien. Elle l'a rapidement nommé Marvin, comme son poisson rouge qui était décédé récemment. Tous ses amis en balbutiaient de jalousie, tandis que mon mari m'a jeté un regard de travers. Il n'était pas aussi emballé que moi par l'idée d'adopter un chiot. Le temps a passé, et puis ma fille s'est prise de passion pour les boys bands et la mode. Elle n'avait pas le temps de s'occuper du pauvre Marvin, et mon mari ne voulait rien avoir à faire avec lui. Alors c'est sur moi qu'est tombée la responsabilité. C'était un travail épuisant au début. Avoir constamment à le nourrir et à l'emmener se promener. Mais après un certain temps, c'est devenu la routine. Marvin a été propre très jeune. Il a vite appris à ne faire ses besoins qu'à l'extérieur de la maison. Bientôt, mes balades quotidiennes avec Marvin étaient devenues si normales que je me sentais vide sans elle. Il ne courait jamais, sauf si je le faisais aussi bien sûr. Et contrairement aux autres chiens, il ne semblait pas intéressé par les écureuils et les lapins, préférant rester à mes côtés. Il était très docile, il n'aboyait jamais sur les passants occasionnels ou même sur une voiture solitaire traversant la route. On en est arrivé à un point où je lui faisais suffisamment confiance pour le laisser sortir sans laisse. Tous les enfants du quartier le connaissaient, et ils venaient le caresser quand il jouait dehors, ce qui est assez rare de nos jours. C'était vraiment une créature adorable, enfouissant sa tête dans leurs mains et léchant espièglement leurs doigts. Sincèrement, c'était le meilleur des chiens. Quand nous rentrions à la maison, j'ignorais mon mari qui se plaignait du fait que je passais plus de temps avec le chien qu'avec lui. Je commençais à me demander si l'épouser n'avait pas été un mauvais choix. Je pensais au divorce bien sûr, mais il y avait beaucoup trop de paperasse. Je ne nourrissais Marvin qu'avec la meilleure marque de nourriture pour chien et des tonnes de friandises. Je savais que je le gâtais, mais qui ne le ferait pas avec un chien aussi génial que lui? Marvin dormait même dans mon lit. Il se révélait être un véritable chauve-pied, tout spécialement pendant les froides nuits d'hiver. Il sautait dans le lit avec moi et il ne gigotait pas et ne mettait pas le bordel sur le lit. Étonnamment, il ne s'étalait pas trop dessus, alors je n'avais pas à le nettoyer trop souvent. Sincèrement, c'était le meilleur des chiens. Tous les voisins qui envisageaient d'adopter un chien venaient me voir, admirant comment Marvin était bien élevé. Quand il lui disait de s'asseoir, il le faisait. Quand il lui disait de donner la patte, il obéissait. Et ils étaient d'accord avec moi pour dire que vraiment, il n'y avait pas meilleur que lui. Mais malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais. Une nuit fatidique, mon mari a été kidnappé et présumé assassiné à cause de l'énorme quantité de sang qu'ils ont retrouvé sur ses draps. Ils ne parvenaient pas à trouver le tueur. Et moi, bien sûr, j'étais dévastée. Pour empirer les choses, j'ai perdu mon plus fidèle compagnon. Et mon ami. Je faisais marche arrière dans l'allée pour aller prendre quelques courses au supermarché, quand dans mon chagrin je n'ai pas fait attention à Marvin. Du moins, c'est ce que j'ai dit à ma fille quand nous l'avons enterré dans l'arrière-cour. Et puis, les policiers ont commencé à me poser des questions sur le meurtre de mon mari. Ils savaient que nous n'avions pas une très bonne relation, et j'étais leur principale suspecte. J'étais profondément blessée, mais je leur ai permis de fouiller dans ma maison quand même. Ça faisait peur à ma fille. Des policiers dans notre maison accusant sa mère d'être une meurtrière. Elle allait sûrement faire des cauchemars plus tard. Ça me rendait malade de voir ces hommes grossiers donner des cauchemars à ma fille. Si seulement Marvin avait été là pour rendre les choses plus supportables. Les chiens policiers les ont menés droit vers la terre fraîchement creusée dans l'arrière-cour. Quand ils m'ont demandé ce qui était enterré là, j'aurais dit solennellement que c'était Marvin. Ils ont insisté pour déterrer la dernière demeure de Marvin. Et même si j'étais contre, j'ai dû les laisser faire. J'espérais que ma fille ne saurait pas qu'il le dérangeait. Un si bon chien mérite de reposer en paix. Quand ils ont vu furtivement sa fourrure dorée sous la saleté, ils ont décidé qu'ils étaient satisfaits. Ils l'ont réenterré. J'ai souri quand ils ont quitté notre maison en pensant que je n'étais pas la tueuse. Les policiers étaient vraiment stupides. Ils n'ont jamais pensé à regarder ce qui était enterré sous pied sous Marvin.